remercie les intervenants. Je suis Arthur Werner, étudiant en master de sciences politiques. Je suis haïtien. Donc, ces sujets, ces sujets m'intéressent beaucoup. Donc, je ne vais pas trop, comment dire, discourir. Je vais directement aux questions. J'espère que l'un des intervenants pourra éventuellement me répondre. Il y a, en tout cas, à travers les formes de discours que j'ai pu entendre, une centralité, une centralisation de la mécanisation comme système de domination, parce qu'on a comme l'impression qu'on met de côté d'autres acteurs et d'autres, comment dire, organisations qui rentrent en jeu dans ce système d'intervention dans les pays. Je vais vous poser la question, comment vous situez, ou bien comment vous voyez le rôle actuel, les nouveaux États, les États émergents, le Brésil par exemple qui a intervenu en Haïti, ou d'autres acteurs non gouvernementaux, etc., dans les processus d'intervention dans ces États-là, en Haïti ou dans d'autres pays, ou la stratégie qui consiste à utiliser les organisations internationales pour utiliser d'autres États pour imposer une forme de domination. Tu vas faire, je crois. Oui, je vais le faire en stage, tu l'as pas fait. Ah, c'est pour ça que j'ai pas dit, c'est pour ça que je fais peur. Pareil, t'as juste pas souhaité les gars ensemble. Moi j'ai pris Writer, François et le fameux. Domination chronique ou continuelle qu'il faut avoir. Et en tout cas, il faut amorcer, ou du moins engager une rupture du peuple d'en bas avec non seulement les forces étrangères néo-esclavagistes ou les néo-coloniales, etc., mais aussi une rupture que le peuple doit faire avec les élites autochtones, bien entendu, les élites locales qui appliquent une sorte de colonialité interne qui sape la souveraineté nationale. Alors, je peux lancer une tentative de réponse déjà concernant ces deux questions. Et bien entendu, il y a des nouveaux acteurs. Hein. Et puis, si la crise économique, financière qui frappe le monde ne frappe pas l'Amérique latine de la sorte, cela se passe ici en Europe ou en Amérique du Nord, c'est parce que la Chine nous tire vers le haut, de par les importations qui l'Amérique latine exporte beaucoup vers l'ère Asie-Pacifique. Donc on se pose la question sur, on passe petit à petit cet extrême occident qui est l'Amérique latine vers son influence chinoise. Là, malgré les liens de dépendance avec les États-Unis, nous échappons à cette sorte de noyade, d'une part. Bien, je ne fais que décrire. Hein. Il n'y a pas de jugement de valeur, bien entendu. Et nouveaux acteurs, le Brésil. Alors, quand j'ai tout à l'heure fait la description des comportements de cette façon comment des pays en Amérique latine relèvent leurs États, les sauvent d'une décomposition et relèvent la tête, je ne parle pas du caractère des régimes. Il y a à boire et à manger dedans. Il y a aussi bien un ancien pinochetiste à la tête du Chili, M. Piñera, qu'un droitier très connu au Mexique, ou M. Santos en Colombie, qui font partie de l'esphère d'influence des États-Unis, mais concernant l'affaire de Cuba, il y a plutôt cette solidarité culturelle qui a primé, et ils ont dit tous non à cette sorte cette volonté de transiter Cuba de façon éternelle. Mais les régimes à l'intérieur, il y a des contestations. Au Mexique, c'est vraiment une catastrophe concernant les conséquences du traité de libre-échange avec les États-Unis, et puis la politique interne, concernant les conséquences de la guerre déclarée et la militarisation de la lutte contre le trafic de drogue. Et le Brésil, ses comportements en Amérique latine
sont contestés et contestables, puisqu'ils se conduisent, et depuis déjà les années 60, en 64, coup d'État des militaires, des généraux brésiliens, et ils se conduisaient déjà, avant que les tiers n'explosent, en 82, ils se conduisaient déjà comme des fondés de pouvoir de la puissance nord-américaine pour relayer les contrôles dans l'espace géopolitique. Ça veut dire un sous-impérialisme, un impérialisme par mandat. Aujourd'hui, il n'y a plus de mandat, ils sont à l'intérieur du BRIC de plus en plus indépendants, mais on a vu leur comportement avec leurs voisins. Evo Morales a nationalisé des compagnies pétrolières et la compagnie brésilienne n'a pas été traitée de la même sorte, Petrobras, puisqu'elle est compagnie d'État, et Lula, tout sympathique que l'on connaît ce personnage à l'étranger, il a tapé sur la table, il a dit non, tu ne vas pas toucher mon entreprise. Donc le Brésil est une puissance capitaliste émergente et elle se conduit en tant que telle. Et en Haïti, il a donné, le Brésil, la main à l'intervention franco-états-unienne pour écraser, pour mettre ce pays sous tutelle. Il y a, je vous donnerai les détails, il y a un général brésilien qui s'est suicidé, qui ne supportait pas les débordements des casques bleus, qui commettaient toujours des sévices contre la population haïtienne. Donc ce général était brésilien. Et bon, il faut demander aux Haïtiens comment ils sont traités à leur arrivée au Brésil, par exemple. Et il faut demander à Mme Dilma Rousseff comment elle dit promettre un accueil qui ne sera pas toujours chaleureux aux Haïtiens qui vont arriver au Brésil. Donc il y a à boire et à manger. Et à l'intérieur de ces pays-là, il y a bien entendu une sorte, c'est pas une sorte tout simplement, il y a une réalité des colonialités internes. Les indépendances pour nous, au début du 19e siècle, ont été les indépendances des élites créoles, blanches. Et dans ce sens, l'Afrique du Sud, c'est pour nous un parallèle facile à établir, puisque là-bas, il y avait une situation de colonialité toute simple. Après une indépendance, comme en Amérique latine, les élites blanches prennent leur indépendance vis-à-vis de Londres, et par la suite, bon, on change la tête, on met un président de la bonne couleur, de la couleur de la majorité, mais la réalité économique du pays n'a pas changé. Les industries, les terres en Afrique du Sud, sont toujours dans la possession de cette élite blanche. Or, en Amérique latine, c'est toujours la réalité. Les médias, les terres, les industries, les commerces, les banques, etc., sont toujours dans les mains des élites blanches ou métissées. Il y a une colonialité interne, c'est-à-dire, c'est pas les problèmes de confrontation avec les États-Unis, ou l'axe États-Unis-Europe, c'est tout simplement, platement, l'exploitation capitaliste sous sa forme la plus pure. Au Pérou, par exemple, on est en crise aujourd'hui parce qu'on est autour de 6% de croissance annuelle. Or, il y a 3 ans, on était autour de 10%. Le Pérou est comme le Brésil, sont parmi les pays les plus inégalitaires du monde. Entre ceux qui gagnent le plus, une élite de plus en plus concentrée, et c'est la majorité qui ne reçoivent pas les bénéfices de cette croissance. Donc, les ruptures, il y en a forcément des ruptures. Je vais en parler d'une, par exemple. L'Amérique latine est en train de créer peut-être les prémices de ça. L'Organisation des Nations Unies disparaîtra tôt ou tard comme la Société des Nations. Elle disparaîtra de par sa propre décomposition. Il y a des organisations régionales qui sont en train de se créer et ce sont celles-là qui vont prendre le relais. Il y aura besoin de refonder quelque chose qui ne s'appellera pas Organisation des Nations Unies. Il n'y aura pas un siège ou à Paris, ou à New York, ou à Genève, mais peut-être bien au Caire, ou à Bogota, ou pourquoi pas à Lagos, ou à Inde, à New Delhi. Mais je suis persuadé que tôt ou tard, cette organisation, qu'elle est déjà en train de décomposition, avec une bureaucratie immense, est vouée à une disparition.